Deuxième partie de l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous. Makaïla Guebla, journaliste, blogueur, et le député ivoirien Mamadou Diamondé. Jean-François Akandi-Kombe, éditorialiste. On continue de débattre de ce qu'il se passe au Zimbabwe. Jean-François, vous vouliez intervenir sur ce que disait tout à l'heure Makaïla au sujet du tournant qui a été opéré durant le... Oui, je voulais prolonger son analyse parce que je trouve que cet élément est un élément déterminant dont il faut tenir compte dans la projection de l'avenir du Zimbabwe et notamment de la phase transitoire que nous allons vivre. Le régime a changé, il y a eu plusieurs moments où le régime a changé. D'abord du point de vue des répressions, c'était tout de suite. Lorsque le parti d'opposition, il y a eu cette fameuse répression contre Josiane Komo et puis les populations de sa région. Mais il y a aussi le fait que un certain nombre de mesures, qui sont des mesures courageuses dans le contexte de nos États, ont été prises, même si les conséquences n'ont pas été aussi heureuses pour la population, par le président Robert Mugabe. Notamment ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la captation et la redistribution des terres, cette réforme agraire, mais il y a aussi la nationalisation d'un certain nombre d'entreprises, et notamment des mines du pays, autant de mesures qui sont des mesures qui n'ont pas plu à la grande finance, aux États, etc. D'où d'ailleurs un changement de cap. On a évoqué tout à l'heure l'intérêt de l'axe Afrique du Sud-Zimbabwe, mais il y a aussi l'axe Pékin et Harare qui s'est décidé à ce moment-là. Il faut faire attention que les solutions qu'on est en train de préconiser pour la sortie de crise ne soient pas des solutions de retour à une situation antérieure où ce sont d'abord les plus riches de ce pays qui sont les anciens colons blancs, les descendants des colons blancs, qui avaient l'essentiel des terres dans ce pays, qu'on ne revienne pas à cette situation-là parce que ce serait tout le gain de l'indépendance qui serait perdu. Et il faut y être attentif. Donc veiller aux acquis de l'indépendance. Veiller aux acquis de l'indépendance tout en projetant dans l'avenir, parce que je suis sensible au fait, et je partage les analyses qui sont faites sur l'usure du pouvoir. Il faut savoir quitter le pouvoir à un moment donné. Maintenant, on est en train d'en discuter pour Robert Mugabe, mais ça vaut aussi pour d'autres, y compris ceux qui lui conseillent de démissionner. C'est détracteur, en fait. Même le président ivoirien, je suis désolé de le dire à côté d'un député ivoirien, mais même le président ivoirien qui lui conseille de démissionner, il aurait mieux fait, en arrivant au pouvoir, de prendre ces attitudes-là, que l'autre sorte avec dignité, on n'en serait pas là. Je partage Mamadou Diamondé. Oui, en fait, je voudrais revenir sur la première partie d'abord de son propos. Concernant la redistribution des terres et la privatisation, l'objectif est noble, mais est-ce que, dans la pratique, ce que nous avons vu colle vraiment avec ce qui a été annoncé? Dans la réalité, je pense que le président a voulu, je dirais, faire du populisme. C'est fait une nouvelle virginité auprès de la population en énonçant ces mesures qui, en fait, ont servi à enrichir d'autres personnes qui étaient déjà riches. Donc, je ne crois pas que ce soit des mesures sociales, même si je suis d'accord avec lui qu'il ne faut pas revenir à l'ancien système qui, lui non plus, est déplorable. Maintenant, pour ce qui concerne les déclarations de mon président, je pense qu'il a fait une proposition comme toute autre personne peut en faire. Il ne faut pas en tirer une autre conséquence ou faire des analyses au-delà des pensées qui peuvent être les siennes. Ce que je pense tout simplement que dans la situation dans laquelle on est, on a besoin d'apaisement, on a besoin d'évoquer des solutions qui peuvent permettre des sorties des crises heureuses pour tout le monde, sans effusion de sang. Et je pense que la solution qu'il a proposée est l'une de ces solutions, ce n'est pas la solution, mais c'est l'une de ces solutions qui peut être contraire à ce que vous pouvez penser. Mais la mienne aussi peut être contraire à la sienne, mais pour être plus constructif. Il est intervenu après le président en exercice de l'Union africaine. Qu'est-ce qui empêchait qu'il y ait une concertation pour qu'il y ait une même ligne de position plutôt que deux interventions avec deux solutions qui sont des solutions diamétralement opposées et qui n'aident pas à avancer? Moi, je rebondirais. Jean-François, je rebondirais effectivement de cet aspect de l'absence de concertation au niveau de l'Union africaine. Moi, j'ai l'impression que quand le président de l'Union africaine parle,
il ne peut pas être succédé par un président tiers comme Alassane Ouattara ou toute autre personne. Alassane Ouattara a abondé effectivement dans le même sens, mais seulement avec une différence de langage en disant, en appelant la démission. Ce que je pourrais dire, c'est que le président de l'Union africaine a évoqué des positions de principe qui sont connues, qui ne sont pas... Y compris le secrétaire général de la Commission également. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une position cohérente au sein de l'Union panafricaine. Mais je partage également la crainte de Jean-François, notamment, il ne faut pas que les solutions soient importées d'ailleurs, parce qu'il faut privilégier plutôt une négociation intra-africaine qui puisse déboucher à vraiment une issue heureuse de ces contentieux. Mais les propositions qui sont faites sont actuellement des propositions de concertation intra-africaine, pas d'ailleurs. Non, mais sa crainte est que ça soit approprié par d'autres voies. Oui, mais ça, c'est des interprétations. Mais ce qui est dit, c'est que... non, une crainte n'est pas une interprétation. Non, je n'ai pas interprété. Je peux avoir des craintes. C'est l'analyse que vous avez faite après qui a laissé supposer qu'il y avait d'autres idées derrière. Mais ce que je peux vous dire, c'est que... Non. Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre. Non. Alors, pour clarifier les choses, si je peux résumer, je dirais simplement que quand on est homme d'État et qu'on propose des solutions, il faut accorder les propositions que l'on fait avec sa pratique politique dans son pays. Mais qu'est-ce que vous savez des pratiques politiques en Côte d'Ivoire? De transmission du pouvoir en Côte d'Ivoire. Oui, mais non, mais vous n'en savez pas grand-chose. Parce que de là où vous êtes, je ne suis pas sûr que vous en savez grand-chose. En Côte d'Ivoire, il y a eu des élections, il y a eu des résultats. Il y a eu des élections. Sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça sera le sujet d'un autre débat dans cette émission. Que vous ne savez pas. Mais si vous le voulez bien... Nous sommes en train de... il n'y a autour de cette table aucun Zimbabwéen. On aurait aimé simplement que la position de l'Union africaine soit une position cohérente. C'est-à-dire que si le président de l'Union africaine ou bien le secrétaire général de la Commission de l'Union africaine en parle, il ne faut pas que les chefs d'État africains abondent. C'est dans ce sens que nous parlons des craintes. Bon, ça ne laisse aucune interprétation. Oui, mais c'est le lien qu'il a fait avec la pratique politique en Côte d'Ivoire qui est un lien maladroit. Bon, en tout cas, ça mérite... Moi, j'assume également. Ce que je dis, c'est un lien maladroit. Nous n'avons pas le ça mérite question. Parce que vous parlez d'un sujet que vous ne maîtrisez pas. On en parlera si vous le voulez bien dans une autre... Si vous voulez, on peut faire un débat là-dessus, parce que je suis sûr que vous ne connaissez pas. Mais une prochaine fois, pas ce soir, s'il vous plaît. Simplement, pas ce soir. Par exemple, sur ce sujet, nous parlons du Zimbabwe. Nous ne sommes aucun, ni vous, ni moi, Zimbabwéens. Tout à fait. Et nous commentons les affaires du Zimbabwe. Voilà, on n'a pas besoin de... Pourquoi on ne pourrait pas le faire pour la Côte d'Ivoire? Oui, mais justement, on peut le faire pour la Côte d'Ivoire. On en parlera. Mais vos propos ici, moi je ne les rapporte pas à la gestion de votre pays. On continue de suivre de très près ce qu'il se passe, bien sûr, au Zimbabwe, mais on va passer à une toute autre actualité dans le grand angle. Merci. Ok. Ah oui, Alassane Ouattara ne va pas aimer. Trouver des financements, c'est le véritable sacerdoce des petites et moyennes entreprises africaines. En effet, les investisseurs considèrent toujours les PME comme trop risquées. Ces entreprises représentent pourtant l'immense majorité du tissu économique africain. La lutte pour l'accès au financement à la problématique a justement été soulevée à Kigali dans le cadre du Forum africain des PME. C'est un reportage de Frater Nandasia Sienga. Plus de 200 sociétés de la catégorie PME ont participé au Forum africain sur le financement des petites et moyennes entreprises qui s'est tenu à Kigali depuis le 12 jusqu'au 15 novembre 2017. Il s'agit d'une rencontre entre les institutions financières, les experts et décideurs politiques, mais également des investisseurs de tous les horizons pour voir ensemble comment relever les défis des PME africaines, notamment ceux liés au financement. À la fin, c'était vraiment positif parce qu'il y a des gens dans l'audience qui ont pris beaucoup d'intérêt dans ce qu'on faisait. Et on a des réunions maintenant. Demain, on a une réunion avec un investisseur potentiel qui nous a proposé des fonds. Notre projet, au fait, s'appelle Rebranding Africa. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de changer l'image de l'Afrique en une image un peu plus positive. Selon le ministère rwandais du Commerce et de l'Industrie, 98% des entreprises sont considérées comme des PME et représentent 41% de tous les emplois du secteur privé dans le pays. Cependant, la plupart d'entre elles s'effondrent avant leur 5e anniversaire en raison des défis liés surtout aux facteurs macroéconomiques. La PME doit faire un effort d'organisation, d'information pour en tout cas rassurer le banquier. Maintenant, le banquier aussi a l'obligation de faire une lecture un peu différente de la PME.
La PME ne peut pas être analysée comme une grosse entreprise, une multinationale qui a des comptes tout faits, qui a une organisation parfaite. Donc bref, la banque elle-même doit faire un effort de lecture et d'appréciation différente de la PME avec une nécessaire proximité. Globalement, la Banque mondiale estime que les PME formelles représentent jusqu'à 60% de l'emploi total et jusqu'à 40% du PIB des économies émergentes. Pourtant, plus de 50% d'entre elles n'ont pas accès au financement, ce qui freine leur croissance. Alors en effet, les PME voient peu à peu leur accès au crédit se détériorer. Makaïla Gebla, comment cela se traduit? On sait que dans certains pays, certaines PME disparaissent, 50% même des PME disparaissent au bout de seulement 2 ans après leur création. Tout à fait, parce que les PME, les petites et moyennes entreprises en Afrique ne reçoivent pas généralement de subventions ou bien de subventions financières de l'État. Nos États africains, comme vous le connaissez, sont caractérisés par une gabegie récurrente, que ce soit des ressources naturelles, ce qui fait que le PME meurt facilement et qu'aujourd'hui, l'initiative de la Banque mondiale pourrait aider éventuellement à sauver les petites et moyennes entreprises, parce qu'on ne peut pas faire de l'économie forte ou bien durable sans penser aux petites et moyennes entreprises. Les gens pensent macro, mais il faut aussi penser micro, faire en sorte que franchement nos États viennent en aide à ces petites entreprises pour que franchement on relève ensemble le niveau de développement. Mais or, ce n'est pas la préoccupation de nos dirigeants et la Banque mondiale a mis le curseur sur cette question assez récurrente et qui nous interpelle tous. Mamadou Diamondé, est-ce que ce n'est pas un problème aussi de fonds de garantie? Je crois que c'est surtout ça. Ce n'est pas un problème lié à la volonté des gouvernements. Tous les gouvernements ont envie de voir leur pays prospérer, l'économie se développer. C'est surtout que les PME, pour fonctionner, ont besoin de financement. Absolument. Et le financier a besoin de garanties. Donc, quelquefois, c'est un peu un dialogue de sourds. Celui qui vient est faible, n'a pas assez de garanties à donner pour recevoir. Et en même temps, comme chez nous, la traçabilité est difficile. Quelquefois, c'est-à-dire les banques ont beaucoup de passifs parce que quelquefois, elles ont accordé des prêts et ceux qui en ont bénéficié ont disparu dans la nature. Ce n'est pas comme en Europe où on retrace facilement les gens. Bon, donc ça fait que les banques sont très très méfiantes et quand elles demandent des garanties, ces garanties reviennent trop chères. Ça fait que le crédit lui-même est cher. Et donc, ça ne permet pas aux entreprises de se projeter facilement. Donc, c'est un peu ça la problématique. Ce qu'il faut certainement imaginer, c'est d'avoir, par rapport à l'implication qu'il a donnée de certaines institutions multilatérales, c'est de pouvoir, je dirais, améliorer cette garantie-là, de faire, si vous voulez, des garanties additionnelles. Des garanties additionnelles. Je vous donne un petit exemple. Nous, à notre modeste niveau, au niveau de nos localités, nous avons pensé que nous... Donc en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, que les femmes, les jeunes qui avaient des initiatives avaient du mal à avoir accès au financement. Et nous avons dit, nous allons nous-mêmes dégager des fonds privés, discuter avec les microfinances et leur dire, nous vous déposons ces fonds privés-là pour faciliter le prêt à ces femmes et à ces jeunes et couvrir les risques. Voilà. Vous voyez que là, c'est des garanties additionnelles que nous avons apportées. Moi, M. Diamondé, je pense que quand j'ai évoqué la responsabilité institutionnelle, c'est parce que moi, je pense que les États doivent créer un environnement économique sain. Or, on a l'impression que la volonté politique n'y est pas, parce que tant que vous n'avez pas créé les conditions minimales d'une stabilité politique, les conditions minimales, on ne peut pas garantir le financement dont vous parlez. Or, ces petites et moyennes entreprises ont besoin effectivement de ce soutien institutionnel. Je suis d'accord avec vous que quand les financiers, les banques voient qu'il y a beaucoup de malversations qui ne sont pas punies, c'est clair que l'environnement n'est pas sain. Donc, ça ne peut pas encourager les investisseurs à s'engager. Jean-François. Je voulais d'abord commencer par dire que ce n'est pas seulement en Afrique qu'on a cette déperdition-là parmi les petites et moyennes entreprises, en particulier les petites entreprises qui se créent au bout de 2 ans, même en France. Vous avez plus de 20% de ces entreprises-là qui ne survivront pas. Effectivement, et c'est bien de le dire. Voilà, effectivement. Qui ne survivront pas. Donc c'est un phénomène qui est un phénomène lié aussi à la fragilité des entreprises qui se créent, au fait que quand on crée une entreprise, on prend des risques et qu'il y a des risques qui se réalisent. Donc c'est un phénomène assez normal. Simplement, dans notre contexte, je pense que quand on prête, lorsqu'une banque prête, elle prend des risques. Et donc, elle évalue les risques de son client pour pouvoir prêter. Et je pense que quand on est en Afrique, on n'a pas
on ne peut pas analyser les risques de la même manière qu'on les analyse à Paris, à New York, ou parce que ne serait-ce que la structure sociale n'est pas la même, la structure familiale n'est pas la même, et nous avons, je le dis assez souvent ici, ce drame. Une partie du drame tient au fait que nous avons des banques qui viennent avec les mêmes principes d'analyse de risque dans les sociétés africaines que les principes qu'ils ont ailleurs. Il faut adapter. Il faut adapter et je me réjouis des solutions. En Côte d'Ivoire. Qui ont été évoqués en Côte d'Ivoire là. Il faut des fonds de garantie. Il faut aussi, me semble-t-il, des structures qui soient soient proches de la réalité africaine, de la petite entreprise, qui est souvent assez microscopique, qui peut être souvent assez microscopique, pas de la taille de ceux qui sont ici, et on n'atteint pas un seuil de financement suffisant pour que les institutions financières rentrent en ligne de compte. Donc il faut pouvoir créer ce qui fait la passerelle entre les prêts à des entreprises qui sont viables et qui ont une certaine taille. Mais je pense qu'un grand nombre de pays africains ont déjà cette politique-là qu'il faut affiner, qu'il faut pousser en avant, qu'il faut accroître les possibilités de financement suppose aussi, et j'en aurais terminé par là, à avoir à la fois une politique complémentaire de basculement vers l'économie formelle, parce qu'une grande partie de notre économie et des affaires sont dans le domaine informel, et là, vraiment, vous ne pouvez pas aller vers des institutions financières. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite. Merci.